Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview dans le cadre de la création Résilience et Transition, mes amis. Après plusieurs semaines de vide d'interview, je suis très contente de recommencer cette série avec une amie que vous avez déjà retrouvée, qui va se présenter pour nous présenter l'actu de son projet. Bonjour Céline. Salut Inès, merci de m'accueillir sur ta chaîne. C'est un plaisir. Du coup, c'est vrai que tu nous avais déjà accordé une interview et apparemment, il y a eu de belles choses qui se sont passées de ton côté, donc c'était l'occasion. Est-ce que, avant de présenter ton projet, tu veux bien te représenter pour les personnes qui ne connaissent pas, s'il te plaît? Donc oui, je m'appelle Céline Basset, je suis présidente d'un organisme de formation associatif qui s'appelle Archimède, qui est en train de se développer. Et je suis la présidente de l'association d'intérêt général La Ferme Blue Soil. Et par ailleurs, je suis aussi agricultrice, maraîchère, là, ici, dans la Drôme, depuis 2 ans. Et j'expérimente des outils de transition agricole depuis 7 ans. Voilà, pour faire très condensé. Ok, super. Est-ce que tu veux bien nous présenter finalement ce nouveau projet, puisque lors de la dernière interview, tu nous parlais, hein, tu nous parlais surtout de la ferme Blue Soil, mais tu m'as expliqué qu'il y a eu plein de nouveautés. Est-ce que tu veux bien expliquer en quoi ça consiste, en quoi c'est important ce que tu fais, s'il te plaît? Oui, il y a eu pas mal d'actualisations, on va dire. Il y a des nouveautés aussi et elles découlent en fait d'un raisonnement, toutes d'un raisonnement. Donc il y a 7 ans, je cherchais, je rappelle un petit peu l'historique. Je suis partie du microbiote intestinal pour en arriver au microbiote des sols. Donc j'ai eu une maladie, qu'on appelle une candidose, hein. C'est une infection, fongique de tes intestins par un champignon qui fait que tu peux manger 9 fois par jour, tu prendras pas 1 kilo et tu vas continuer à perdre du poids. Le rêve, hein. Mais au final, c'était quand même un peu dramatique, c'est que tu perds, tout ton système immunitaire. Donc je laisserai, les spécialistes du microbiote intestinal mieux parler, de cette infection que moi. Donc il me fallait avoir à tout prix un régime alimentaire qui était basé sur des fruits et des légumes, et surtout des légumes, pas trop de sucre, absolument sains et on va dire clean de tout pesticide, d'herbicide, de perturbateurs endocriniens, etc. Ensuite, j'ai eu donc un deuxième problème qui était lié là cette fois-ci, une infertilité avec un adénome hypophysaire qui me rendait donc infertile. Voilà, donc c'était un peu coton. Donc je suis vraiment partie du microbiote pour en arriver au microbiote des sols. Dans l'obligation de manger sain, en dépendait ma survie. J'ai donc en Asie commencé à travailler en aquaponie. Donc j'ai pratiqué, je me suis renseignée, j'ai fait des stages. Voilà, j'ai vraiment été dans le monde de l'aquaponie classique. Donc des systèmes à grande échelle. Je rappelle que l'aquaponie, à la base, c'est une double culture, culture en pisciculture et culture végétale. Moi, dans tout ça, j'étais pas très à l'aise et je me disais, OK, il y a des choses pas mal, mais on peut encore aller plus loin, on peut amener l'aquaponie plus loin, plus résiliente, plus low-tech, plus vivante. Et donc, en 2017-2016, j'ai ouvert une branche de l'aquaponie que j'ai appelée aquaponie régénérative des sols. OK, c'est ce que j'ai donc dupliqué en Birmanie. Pourquoi est-ce que c'est régénératif des sols? Eh bien, je me concentrais sur la culture de micro-organismes et la culture végétale. Hein, la pisciculture, c'est pas mon kiff. Je suis incapable de buter un poisson. Parlons pour le vocabulaire. Donc, j'avais une sorte d'aquarioponie régénérative des sols, puisque l'aspect pisciculture, pour moi, n'est pas exploité là-dedans. C'est pas quelque chose qui me botte. Alors que donc, en aquaponie classique, 80% du chiffre d'affaires est basé sur la pisciculture. En aquaponie régénérative des sols, on va cultiver des micro-organismes et des plantes. Des plantes comestibles, donc des potagères, des salades, du basilic, du persil, des tomates. Là, j'ai eu des tomates cet hiver. Euh, des plantes médicinales, etc., etc. Puis, il y a eu tout un raisonnement sur, très bien, je vais aller encore plus loin. Et dans cette ferme expérimentale, j'ai testé d'autres outils qui ne sont pas de l'aquaponie régénérative des sols.
d'autres outils dont je parlerai plus tard, je communiquerai plus tard parce que je suis en plein protocole expérimental et d'analyse nutritionnelle et autres et autres et autres. Donc, ce volet-là, j'en parlerai plus tard. Cependant, je me suis dit, il faut bien que je crée une discipline qui regroupe l'aquaponie régénérative des sols et cet autre concept que je suis en train de mettre sur pied et expérimenter et que je divulguerai plus tard. Et donc, j'ai renommé ça la microbioponie. Pourquoi microbioponie? Comme je t'expliquais, je suis partie du microbiote intestinal, donc de la maladie, pour constater que nos sols étaient dévitalisés et infertiles. Et donc, pour en arriver à la culture de micro-organismes et de culture végétale. Ces micro-organismes ont pour vocation de retourner au sol. Et c'est là que les gens avaient du mal à comprendre. Mais attends, elle fait du hors-sol, puis elle parle de sol. Eh bien oui, je travaille dans l'agriculture régénérative des sols, basée sur la succession écologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de termes un peu complexes, j'ai envie de dire, pour les personnes comme moi qui n'ont pas l'habitude. En gros, si je comprends bien, tu es en train de créer une nouvelle approche qui est un peu hybride entre plusieurs courants qui te parlaient. Et finalement, tu as créé ta nouvelle approche de l'agriculture en t'inspirant de ton vécu et de ton métier d'agricultrice. Est-ce que c'est ça? c'est à peu près ça. Et moi, ce Ok, que je te propose, c'est de te faire un petit partage d'écran parce qu'en visuel, il y a tellement de concepts et pour que ça soit digeste pour tout le monde, pour toi et pour les gens derrière l'écran, eh bien, pour moi, c'est encore une fois un autre exercice de verbalisation de ce que je fais. Et puis, c'est aussi un moment de partage où le visuel va pouvoir mettre du sens sur les mots. Ça te ok, va? ok, parfait. Vas-y, partage-nous Je vais quelques tenter exemples. techniquement. Vas-y. Alors, host disable attendee. Alors là, il faudrait que tu m'autorises à partager l'écran. Voilà, normalement, je vais faire. Share. Ça y Alors, est. est-ce que tu vois là? Oui, parfait. Génial. Alors, on est bon? C'est parti. Vas-y. Très bien. L'idée de toute cette microbioponie, c'est faire le lien entre nos sols qui sont à bout de souffle. Donc là, c'est une vue de Google. Eh bien, aujourd'hui, au lieu de voir, si tu veux, des forêts et des écosystèmes fonctionnels qui vont amener de la résilience alimentaire, on voit des steppes désertiques avec quelques arbres qui se battent en duel. Ok. Donc ça, c'est l'état de nos sols aux États-Unis, mais aussi en Europe, principalement dans les zones occidentales. Donc moi, je suis partie du fait de comment est-ce qu'on va nourrir 67 millions de Français avec des écosystèmes à bout de souffle, entre le problème de la désertification des sols, ce qui amène l'infertilité des sols, et qui est lié à l'interruption du cycle de l'eau dans les sols, et voire de la disparition de l'eau dans le sol. Ce qui est le cas d'ailleurs dans la Drôme, le département du Vaucluse. Comme tu sais, le sud-est, c'est un peu coton en termes de stress hydrique. Ok. Donc, toute cette histoire un peu personnelle que je t'ai racontée et cette évolution de l'aquaponie à la microbioponie, eh bien, elle part de ce schéma-là, de cette impensée agricole, c'est-à-dire la succession écologique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tout à gauche, c'est un sol à nu. Là, je vais mettre mon petit curseur ici. Ok. Eh bien, c'est l'état de nos sols aujourd'hui. C'est-à-dire, il est dénudé, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien, il est labouré. Et puis, donc, il est perfusé aux engrais pour pouvoir produire. Et puis, quand il y a des pesticides, il y a plein d'études qui montrent qu'après, il y a de plus en plus de pollution et donc il y a de plus en plus de problèmes endocriniens et des problèmes cognitifs avec on va dire, une dégénérescence cognitive qui s'exprime par l'échelle de QI de Wechsler qui diminue depuis des années. Ok. C'est un autre sujet. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raisonner, c'est comment est-ce qu'on va nourrir 67 millions de personnes quand on a des écosystèmes qui sont au stade zéro, en fait, de la succession écologique. Par exemple, pour partir du stade de l'apia pour en arriver au potager, c'est-à-dire au stade 4, là, celui que je fais voir avec le curseur, eh bien, il faut un ratio de bactéries de 600 microgrammes par gramme de terre et un ratio de champignons, donc de système mycorhizien, de 600 microgrammes par gramme de terre. Ce sont des données classiques, généralistes, qui viennent du docteur Ingham.
Donc, pour en arriver de la terre, de la pierre au potager, optimum pour nourrir 67 millions de Français, eh bien, ça va prendre plusieurs années. En fonction de l'état du sol et du taux de pollution, on peut mettre 2, 3, 4, 5, 10 ans. Sauf Tu qu'on vois ne le les a problème. pas, en fait. Sauf Sauf qu'on que, ne les voilà, a pas. Ok. on en est là. Aujourd'hui, on en est à, il va falloir patienter dans l'urgence. D'accord. Donc finalement, si je résume, ton approche que tu nous détailleras plus tard, parce que tu es en plein dedans, tu as Mhm. finalement trouvé une méthode qui permet de passer du sol infertile, caillou, euh, qui est en souffrance, à un sol plus fertile, en nous passant dans le respect des sols de tant et tant d'années qu'on n'a pas finalement. C'est bien ça? Alors, ce n'est pas une solution parce que, en fait, c'est plutôt la combinaison de l'ensemble des acteurs qui ont des solutions, hein. Moi, je ne suis pas Ok. mieux qu'un autre, tu Mhm. vois. Je suis juste en train de parler de collaboration des méthodologies où Ok. chacun va ramener son expertise. Moi, la mienne, elle est dans la succession écologique et je me situe en dessous du sol. Donc là, on voit la Ok. succession végétale, si tu veux. On passe Ouais. du caillou à la forêt pour arriver à un système forestier digne tel qu'ils étaient il y a 500 ans, 600 ans. Il faut 300 ans. D'accord. Ah ouais. Ok. Voilà, donc la temporalité, elle est énorme. Et nous, les êtres humains, vu qu'on a un peu défoncé notre maison, eh bien, il va falloir patienter dans l'urgence avec cette résilience alimentaire où eh bien, on repart du caillou pour en arriver au potager. Il faut environ entre 5 à 10 ans. D'accord. Vous écoutez toutes les vidéos de Claude Bourguignon ou même des experts internationaux, les temporalités évoquées en agroforesterie sont de 15 à 20 ans. Et pour revenir à des systèmes forestiers sauvages, c'est différent de l'agroforesterie, ben là, on est sur des centaines d'années. D'accord. Donc, et l'arbre, c'est le neurone qui va remettre l'eau dans la terre, en gros. D'accord. Ok. Donc, voilà, c'est juste pour expliquer que cet impensé agricole doit nécessiter des outils de transition agricole et alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, même si on passe en bio, combien de paysans et d'agriculteurs bio vont nous dire mais il y a des baisses de rendement et c'est beaucoup plus de travail. Et c'est exact. Donc, il y a vraiment un impensé administratif, un impensé agricole, un impensé à tous les niveaux en ce qui concerne notre résilience alimentaire. Hein. Stéphane Linou, il parle d'impensé tout court. Moi, je parle d'impensé agricole. Donc, on a bien en tête ce schéma-là. Il va falloir donc enchaîner les différents stades de succession écologique pour en arriver à un retour à la terre. Ok. Donc, moi, je suis en train de me dire qu'il y a des risques. Ces risques, c'est qu'en gros, notre assiette dépend donc des délais de régénération de nos écosystèmes pour comprendre le problème. Mhm. Donc, aujourd'hui, les réponses actuelles, la permaculture, c'est bien pour des petites échelles, c'est bien pour des villes, mais ça ne va pas être applicable partout. Par exemple, au sein d'une chambre agricole, il va falloir combiner l'ensemble des méthodologies. Okay, on n'est pas Ok. les unes contre les autres. Donc, c'est important de combiner Ok. sur des temporalités. Donc aujourd'hui, avec les réponses et les méthodes actuelles, on a une zone d'insécurité alimentaire qui est structurelle entre 0 à 10 ans. C'est un peu problématique. Moi, je n'ai pas envie de voir demain les copains de la cité de ma mère se castagner pour 3 patates, quoi. Mhm. Donc en Et fait, c'est tu lances un peu une invitation là à tes collègues pour que vous puissiez collaborer pour pouvoir réduire cette zone d'insécurité dans laquelle on est en plein dedans, quoi. C'est ça? exactement Ok. réduire l'insécurité alimentaire de manière à ce qu'elle soit ponctuelle, conjoncturelle et non pas structurelle. Ok. Parce que même si on se met, quand bien même, imaginons qu'au niveau des chambres d'agriculture, tout le monde se met à faire de l'agroécologie, des méthodes du sylvopastoralisme, de l'agroforesterie, il va y avoir du temps, comme je t'ai expliqué, ça va prendre du temps. Et ça, c'est si tout le monde s'y met maintenant. Donc techniquement, on aura des résultats d'ici 10, 15, 20, 30, 40 ans. Mais maintenant, il faut qu'on bouffe. Oui, Et en c'est plus, ça. et les PLU, il y a des PLU qui continuent à artificialiser les sols, les terres Oui. agricoles. Voilà, on va toujours pas dans la bonne direction, on pourrait faire mieux. Ah bah, en fait, ça c'est certain. C'est vrai que pour être dans un conseil municipal, c'est vrai qu'on voit que les PLU, c'est le cas partout. Il y a de moins en moins d'espace dédié
à l'agriculture. Et il y a même certaines communes qui commencent à se réveiller en disant on va peut-être retirer du béton pour permettre qu'il y ait plus de zones agricoles parce que finalement, on est arrivé sur des territoires où tout devient zone habitable, bétonnable et où on ne pense plus aux zones pour cultiver notre nourriture. Donc, oui, c'est vrai que c'est un vrai problème. L'accès au foncier agricole est une problématique en elle-même aujourd'hui. Hein. Dans ma commune, on a plein d'agriculteurs qui souhaitent s'installer, il n'y a pas de terre. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je te rassure, chez nous, en Moselle, c'est pareil. On a plein de jeunes trentenaires comme moi qui rêvent de créer leur ferme, mais au final, on te dit gentiment, c'est sympa, mais pour le moment, va faire un jardin partagé, c'est bien. Voilà. Sauf qu'un jardin partagé, comme tu l'as souligné, ça n'a pas la même dimension. Là, on parle de renourrir la population française sur son propre territoire. On parle de souveraineté alimentaire. Le jardin partagé, en fait, il y a encore une fois une temporalité. Il y a la reconnexion, puisqu'on était déconnecté à la prise de conscience. Nos assiettes, on s'en foutait d'où ça venait, ça tombait comme ça tout cru, parfait. On n'avait pas besoin de se poser la question, est-ce que ma pomme de terre va être acheminée par camion en temps et en heure pour que je puisse faire mes frites? Tu vois, là, il y a un problème sur le canal de Suez. Aïe, 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 on va être en pénurie de PQ, on va être en pénurie. Bon. Là, il faut relocaliser et les potagers partagés ou les buts en permaculture sont applicables sur des petites zones, mais pas à grande échelle parce que des fois, c'est un autre sujet. Il y a d'autres trucs. Il va falloir juste combiner les efforts. Et il y a le temps de la reconnexion au sol et la prise de conscience de cultiver ses légumes. C'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Hein, sinon, le métier d'agriculteur n'existerait pas, hein, ou de maraîcher ou d'horticulteur. Et deuxièmement, à grande échelle, pour nos 67 millions de Français, il va falloir recréer au niveau local, il va falloir rééduquer, il va falloir former, il va falloir retransférer, uploader de la connaissance dans les futurs actifs agricoles. Donc, il va falloir former les futurs actifs agricoles. Donc, tu comprends, le potager partagé, il éveille, il reconnecte, mais il n'est pas à 100% résilient. Donc en fait, finalement, pour les personnes qui nous regardent, toi, tu fais partie des acteurs qui proposent des approches pour permettre de relocaliser notre alimentation sur le sol français, c'est ça? Oui, je suis une actrice qui travaille sur la relocalisation locale, voire ultra locale, et sur la combinaison des méthodologies pour pouvoir produire en régénérant. Okay. Et j'y arrive. Vas-y, continue, je t'en prie. Donc, l'utilité de faire ces outils de transition agricole pour pallier cette zone d'insécurité alimentaire ici, eh bien, elle est pour moi nécessaire. C'est en tout cas ce que je propose aujourd'hui à travers la microbioponie que je t'ai expliqué au début, c'est-à-dire cultiver en eau dans un système hors sol, de petite échelle, vivant, low-tech et résilient. Okay. Organisé en petites structures, en petites unités. Tu m'oublies la grande échelle. Ok, très bien. Ce système-là te permet réellement d'économiser 90 à 95% d'eau, puisque je n'utilise que les eaux de pluie et une fois que j'ai rempli mon bassin, je ne change jamais plus mon eau. Il n'y a aucun rejet, tout est récupéré, valorisé, optimisé de manière à ce qu'on puisse aussi relocaliser du phosphore, utiliser des engrais naturels et cultiver des micro-organismes, tout en produisant des assiettes végétales. Donc, on peut réduire une insécurité alimentaire qui était structurelle dans le premier cas à une insécurité alimentaire qui devient ponctuelle de 0 à 4 semaines. Énorme. On peut faire ça en ville. Et ça peut être un outil de transition agricole fabuleux pour des agriculteurs qui sont en transition vers du bio ou alors qui sont suicidés, quoi. C'est-à-dire qui ont tellement le goulot d'étranglement financier qu'on connaît, malgré les subventions, ou ceux qui ne sont pas subventionnés, qui peut aussi dégager des niches de production commerciale. Cultiver du desmodium, par exemple, qui est une plante cultivée en Asie et qui est utilisée par les pharmaceutiques pour purifier le foie, cultiver du chanvre,
aujourd'hui, maintenant, on a du CBD légal en France. Eh bien, reproduisons du CBD en hors-sol. Voilà, et ça peut avoir plusieurs fonctions. Nutritive dans le cas d'une ceinture alimentaire et une niche commerciale dans le cas d'un paysan ou d'un agriculteur qui va transiter vers un autre modèle pour régénérer ses terres. Il a besoin donc de pallier cette perte économique du fait de la transition, du fait que les sols sont infertiles, pour pouvoir payer ses factures. Il est comme nous, hein, le paysan, hein, comme le gendarme, comme toi, une fonctionnaire. Voilà, on a besoin de payer nos factures. Et donc, ce système de microbioponie vient faire un effet tampon, va produire une assiette végétale pour 9 mètres carrés. Par exemple, je peux produire 480 plantes pendant un an. C'est énorme. Okay. Donc l'idée, c'est d'oublier la vision dissociative. Hein, il y a les permaculteurs, il y a les agroécologistes, Non, en fait, on est une boule à facettes et l'idée, c'est de fonctionner ensemble et avoir une vision holistique, un peu comme l'éco-agriculture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire une gestion durable de nos territoires. Et ça, il n'y a pas de standardisation possible, puisque chaque territoire a son propre héritage. Oui, c'est ça. Oui. Après, en fait, cette réflexion que tu as, c'est la réflexion qu'on peut avoir dans tous les domaines. On le voit bien finalement, aujourd'hui, on sait que notre survie globale, elle va dépendre de passer dans tous les sujets, qu'ils soient écologiques ou économiques, etc., d'une vision dissociative à une vision holistique. On n'a pas le choix. Est-ce que, alors, puisqu'on avance quand même assez rapidement dans cette interview, je peux me dépêcher. Oui, et est-ce que tu peux nous expliquer finalement, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Quel est ton message? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu proposes des formations? Quels sont tes besoins aussi pour que les personnes qui regarderont cette vidéo puissent savoir comment te soutenir et qu'est-ce que toi, tu peux proposer à ce stade-là, s'il te plaît? Alors, à ce stade-là, je propose plusieurs choses. Avec l'organisme de formation Archimède, qui est une association, eh bien, je propose des formations qui vont réintégrer, qui vont un peu updater le savoir agricole, donc, c'est-à-dire des méthodes d'agriculture régénérative basées sur le microbiote des sols. Alors, j'aime principalement comparer notre sol, nos écosystèmes à notre organisme humain, puisque sol comme nos intestins ou notre peau, nous fonctionnons sur les microbiomes. Et donc, cet organisme de formation propose différentes formations en ligne, mais aussi on est en train de faire un référencement au RNCP, donc on attend les réponses depuis décembre, qui seront des certifications professionnelles, on croise les doigts. Mais les premières sessions de formation en ligne et en présentiel vont débuter, nous l'espérons aussi, cet été. Donc on travaille dur avec ça. Et donc l'idée, c'est de former aussi bien des élus, des actifs, des futurs actifs agricoles, des personnes en reconversion, des personnes qui ont besoin de remettre du sens sur leur vie, mais aussi des personnes à Pôle emploi ou en changement de cap professionnel, en français et en anglais. Ok, super. Donc, il n'y a pas qu'en France, nous faisons la formation. D'ailleurs, j'ai même débuté à l'étranger, comme je t'avais expliqué dans la première interview, et c'est seulement en France que, voilà. Ensuite, on a la Ferme Blue Sol, qui est une association donc d'intérêt général pour la recherche et le développement. Et là, pour le coup, eh bien, on va organiser des levées de fonds, des appels à… comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça, Inès? Alors, des subventions, des appels à subventions, des appels à mécénat. Oui. Et en fait, eh bien, ça nous permet de continuer notre travail de recherche qui nous permet d'élaborer ces fameuses ceintures alimentaires et qui nous permet d'aller encore plus loin. Par exemple, un exemple très concret, les tomates que j'ai… C'était un gros test, c'était une grosse démarche expérimentale qui dure depuis août 2020. Faire des tomates sans LED, sans apport, sans rien du tout, en low-tech, dans le système de microbioponie, en plein hiver avec moins 12 degrés. Eh bien, ça a été réussi. La question, est-ce que ces tomates qui ont poussé en hors-sol, vivants, résilients et low-tech, ont une bonne valeur nutritionnelle? Eh bien, oui. J'ai, par exemple, envoyé des échantillons de tomates qui ont
tout bêtement, été analysé par un laboratoire européen, ça coûte par exemple 1 000 euros. Donc voilà, en fait, où va votre argent quand vous faites des dons, soit à Archimède, parce que l'organisme de formation a aussi fait des dons aux analyses de valeur nutritionnelle des légumes. Et donc, ça nous permet, si tu veux, d'aller toujours plus loin dans la recherche. Donc ça, c'est les fameuses tomates que tu vois à droite qui Oui. ont été analysées. Donc voilà, pour faire très très simple, aujourd'hui, nous, voilà, on va développer aussi des partenariats avec l'organisme de formation, avec d'autres personnes, mais on en parlera plus tard, de manière à ce qu'on puisse couvrir l'agroforesterie, les forêts gourmandes, l'agroécologie, et donc d'avoir un espèce d'organisme de formation qui va être vivant pour une agriculture régénérative vivante, et pour que plusieurs acteurs soient en cohérence sur différents territoires au niveau national, mais pas que, aussi international. Alors, est-ce que tu veux bien enlever ton partage d'écran, qu'on puisse te revoir, s'il Bien te sûr. plaît, pour… Super. Alors, stop share. Voilà. Super. Bon, en tout cas, on peut que te souhaiter bon courage. On mettra dans la description de cette vidéo les différents liens où on peut te retrouver. En tout cas, tu sais bien qu'en Moselle, dès que ça sera possible pour toi, on se fera un plaisir de t'accueillir, Merci. puisqu'on a un petit groupe d'acteurs qui essayent de faire la part des choses. Finalement, un petit mot de la fin. Ton petit mot de la fin, qu'est-ce que c'est? Confiance, optimisme et Ok, collaboration entre nous toutes et nous tous. super. Eh bien, je pense que le message est passé. En tout cas, merci de m'avoir accordé cette nouvelle interview pour continuer à faire découvrir à tous les acteurs de mon territoire ton travail, puisque c'est une des chances qu'on a désormais, c'est que on peut faire découvrir des acteurs de l'autre bout de la France grâce à ces outils. En tout cas, bon courage. Et puis nous, de toute façon, on se tient au courant. Merci de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi pour ton temps. Eh bien, à bientôt. Des bisous. Salut. Salut.